vas le refaire, oui. Allez, refais-le un peu pro, parce que la 16e édition d'un salon... Ça parle là? Oui. On va juste présenter Emmanuel 5 minutes, en sachant qu'il est là depuis le début du salon. Et il n'a jamais manqué un salon, ni en conférence, ni en auteur, ni en aide. Donc je pense qu'on peut déjà commencer par le remercier de sa fidélité et aussi de tout ce qu'il nous apporte dans toutes ces conférences, parce que c'est jamais les mêmes conférences, c'est jamais les mêmes thèmes. Donc profitez bien de la conférence. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Phil, voilà, pardon, il y a des impératifs, excusez-moi, de signature chez le notaire. Voilà, mais pour demain matin. C'est pas pour moi. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est toujours très heureux évidemment d'être à Mency. Je ne viens qu'une fois par an, alors que j'ai été fait citoyen d'honneur l'année dernière par Jean-Philippe Dugois-Clément, ce qui voulait dire de voter ici, mais c'est difficile. Puis les municipales c'est fait, donc je viendrai m'implanter dans 6 ans. 7, oui c'est 7, cette fois-ci c'est 7, on est d'accord, il y a un décalage. Très bien. Merci aussi à Claude Garot qui sèche, d'habitude il est là, donc vraiment c'est qu'ils sentent que je suis... Non, toi bien, ça veut dire qu'ils sentent que je suis en roue libre, que j'ai plus besoin de personne à part vous pour avancer. Donc, et évidemment à toute l'équipe des bénévoles, je vois Sophie, je vois plein de têtes amies que je retrouve. Alors maintenant ils ont tous des t-shirts officiels avec les écussons de la ville. Mais je vous expliquerai pourquoi il y a des verts, des bleus et des oranges. C'est des catégories différentes. À chaque année vous changez. Ah, vous avez gardé des vieux t-shirts, il faut quand même les laver. Ça m'inquiète un peu. On est au sud de Paris, j'habite pas très loin à Porte d'Orléans, mais quand même. Très bien, bon, trêve de plaisanterie, on va continuer quand même sur un ton un peu badin, parce que c'est un dimanche après-midi ensoleillé, c'est ma 16e, donc effectivement, édition de ce salon du livre. Et la première, souvenez-vous, on était entre les congés et la neige, voilà, en décembre, là, juste ici, donc ça a grandement progressé, et l'influence de la ville sur la météo est indéniable. Donc, je ne sais pas si c'est l'influence de la franc-maçonnerie, on va en parler dans un instant. À qui on prête beaucoup. Je voudrais bien évidemment, donc vous l'avez compris, et comme on l'a très justement dit, et ça fait toujours très plaisir, aborder cette année avec vous ce thème qui fait l'objet d'un livre. C'est une nouvelle édition revue augmentée d'un livre qui a quelques années, mais que j'ai beaucoup changé, qui s'appelle donc Le Paris, pour parler de la ville des francs-maçons. C'est un livre, je dois rendre hommage à mon co-auteur qui est disparu au mois de juillet dernier, Laurent Kupferman. On dit dans le langage maçonnique passer à l'Orient éternel, ce qui est une formule assez jolie que tout le monde comprendra par ailleurs. Et c'était mon parrain au Grand Orient de France, mon ami d'enfance et mon co-auteur pour plusieurs livres. Il s'avère que dans 4 jours, je remets un prix Laurent Kupferman, puisqu'il m'a fait exécuteur testamentaire, à charge pour moi de recueillir le legs uniquement pour couronner un auteur ou une autrice, comme vous voudrez, qui promeut les valeurs républicaines de progrès et de solidarité. Voilà, donc je vous le dis, c'est dans la mairie du 6e où j'ai été élu il y a quelques années, place Saint-Sulpice. C'est pas aussi charmant au boisé qu'ici, mais c'est quand même pas mal. Voilà, on va pas être bégueule. Mais je tenais à rendre hommage à Laurent, et vous le connaissez sans le connaître, parce que il est l'homme qui a été l'artisan de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, il y a maintenant 2 ans. Vous savez, dans quelques jours, Marc Bloch, résistant, torturé, est mort sous les tortures de la Gestapo le 16 juin 1944 et va rentrer le 23 juin grâce à un choix du président de la République. N'y voyez aucun parti pris politique, juste des faits, voilà. Et Laurent avait beaucoup milité pour faire rentrer, enfin il est l'artisan, c'est lui qui a signé, qui est allé voir le président de la République en demandant avec Brian Bouillon-Baker, qui fait partie de mon jury, qui est le fils de Joséphine, un des 4 enfants encore vivants et qui représente la cohérie ou la fratrie des enfants de Joséphine Baker. Il l'a fait, je vais pas en parler longuement, mais juste parce que Joséphine Baker, vous le savez peut-être, en dehors d'avoir été une femme de spectacle avec tout ce qu'on connaît, née américaine, devenue française, a été résistante et franc-maçonne. Donc je tiens à le rappeler, voilà, il y a une sorte de lignée, il y a quelques années, sont rentrés à la fois Jean Zay et Pierre Brossolette, 2 grands francs-maçons, en même temps que Geneviève de Gaulle-Antonios, et des femmes qui ne l'étaient pas, mais tout aussi évidemment honorables.
Et donc il y a un mouvement depuis toujours, mais particulièrement important ces dernières années. Manouchian, qui est rentré aussi l'année dernière, n'était pas franc-maçon, mais cela a été porté par un franc-maçon connu qui s'appelle Jean-Pierre Sakoun, de mes amis, qui a choisi qu'il fallait faire rentrer une américaine, un arménien, mais tous devenus français de cœur, ce qui est finalement la chose la plus importante. Paris, Paris des francs-maçons. Paris, je vais devoir faire quelques explications un peu de base parce que je parle devant un public en grande partie dit de profanes, c'est-à-dire de gens qui ne connaissent la franc-maçonnerie que de l'extérieur, voire pire, entre guillemets, mais ça n'est pas un reproche, par les fantasmes colportés sur YouTube ou les réseaux sociaux qui craignent et qui disent à peu près tout et n'importe quoi, des gens qui montrent des billets de $1 avec une pyramide, ce qui est vrai puisque c'est maçonnique. George Washington l'était, mais à partir de là, les spéculations, les Illuminati, le complot judéo-maçonnique, hein, vraiment qui est parmi les pires horreurs qui ruminent ou qui gangrènent nos sociétés modernes et autre chose. Voilà, donc je vais passer par un petit détour obligé pour vous expliquer un instant ce qu'est la franc-maçonnerie avant de venir à l'empreinte très importante de cet ordre initiatique sur notamment l'architecture, l'urbanisme et évidemment par là même les idées, les lois sociétales depuis 3 siècles. Hein. La franc-maçonnerie, et si je parle de Paris-Ville-Lumière, il y a évidemment quand on entre en franc-maçonnerie, on voit la lumière, on enlève symboliquement un bandeau, vous avez vu ça même dans les pires caricatures, mais c'est vrai, un bandeau qui est sur les yeux du récipiendaire, ou de la récipiendaire. Vous avez compris que je ne vais pas tout féminiser, hein, mais c'est un masculin générique. J'étais à l'Académie française hier soir, donc vous me pardonnerez, on met tous le même... voilà. Et donc, on voit la lumière, ou on voit la vraie lumière quand on renaît, quand on devient franc-maçon, et donc il y a un petit clin d'œil à parler évidemment de Paris maçonnique et de Paris-Ville-Lumière. Je vous précise que pour moi c'est une clé de lecture importante de l'histoire et de la société française. 3 siècles d'empreintes, en fait les 3 siècles, les 10 ans à peu près de franc-maçonnerie en Europe continentale et notamment en France. Quand je dis en France, c'est Paris, mais ça n'est pas que Paris, c'est Bordeaux, c'est plein de villes autour d'en Île-de-France, comme celle-ci par exemple, et toute ville un peu de plus de 5000 habitants comporte de près ou de loin une empreinte à loge, une loge, un temple maçonnique, et ce depuis très souvent des dizaines, voire des décennies, voire souvent, moi je maçonne dans une loge qui a été fondée au début du 19e siècle, donc les choses sont assez anciennes et qui est toujours dans les mêmes locaux que ceux qui ont été choisis pour en faire un temple en 1804. Donc c'est une empreinte importante pour moi et une clé de lecture, on va dire aussi importante que le catholicisme par exemple. N'y voyez d'ailleurs aucun antagonisme, hein. J'ai écrit un livre également sur les religions et les francs-maçons que je signe ici, au-delà des fantasmes et de l'excommunication papale qui date d'il y a 3 siècles et qui a été renouvelée d'ailleurs il y a 5 ans. Moi j'ai fait baptiser mes filles, donc je ne sais pas ce qu'en pense mon évêque, tout en étant athée, donc c'est chacun son problème, mais ça c'est le fait d'avoir épousé une Corse, enfin bon, après on n'a pas le choix, elle n'a jamais eu de catéchisme, donc moi j'étais obligé d'envoyer mes filles chez le curé. Donc il y a évidemment, c'est aussi important pour moi que la compréhension du catholicisme, parce que si on n'a pas une idée de ce qu'est une cathédrale, une église dans un village, ou même les textes bibliques ou la poésie de Victor Hugo mystique, on passe à côté évidemment d'une compréhension de la société française, d'une société judéo-chrétienne, hein, on va dire au sens large, de culture évidemment, et de tout ce qu'elle comporte comme prisme, comme lecture, par ses lois, par son architecture, par sa composition. Ce livre a donc l'ambition de dresser un portrait de la capitale en vous invitant à lever les yeux, très souvent, parce que nous marchons, alors de pire en pire, en regardant nos téléphones portables, ce qui est à la fois dangereux et pas très utile. On est d'accord, on essaie de faire sans, mais il y a quand même des gens qu'on croise en permanence. Oui, mais non, heureusement, je ne fais pas une généralité, mais malheureusement de plus en plus. Quand je dis à nous, pardon, c'est nos concitoyens, ou plutôt les plus jeunes, hein, les plus jeunes. N'ont même pas la curiosité de regarder les passants et d'être courtois. Alors quand tu as regardé au-dessus, le haut des immeubles et ce qui est accroché au-dessus sur les façades, alors là n'en parlons pas, ils n'ont jamais vu autre chose que des écrans, quitte à d'ailleurs avoir des accidents ou se cogner en permanence.
Moi, je vous invite par ce livre à lever un peu les yeux et puis à regarder différemment des bâtiments que vous connaissez, des endroits que vous avez déjà vus 100 fois, sans avoir nécessairement cette clé de lecture ou sans avoir réfléchi à des symboles, à des signes, à une histoire, qui peuvent aussi être à plusieurs significations. On va retrouver dans les symboles qui permettent d'identifier un bâtiment d'inspiration maçonnique, républicain, très républicain comme l'Assemblée nationale, ou Sciences Po, ou la place de la Nation et les bustes, ou la place de la République. On peut parfois aussi confondre cela assez logiquement avec des symboles qui sont ceux du compagnonnage, des compagnons du Tour de France, qui utilisent les mêmes choses, des compas, des équerres, et qui sont également des symboles d'architectes, au sens le plus classique du terme. Un architecte qui signe un bâtiment, très souvent, dans les siècles passés, en dehors de son nom, il mettait un symbole qui était celui de la profession. Avant qu'il y ait un ordre des architectes, il y avait une profession qui existait, réglementée. On disait un privilège dans la Révolution, puisqu'on a tout aboli, les avocats, les architectes, etc. Mais donc il y a des signatures qui peuvent être trompeuses. En réalité, elles ne le sont pas tant que ça, parce que quand on cherche dans l'histoire, on s'aperçoit que très souvent, des compagnons étaient également francs-maçons, des architectes, et en maçonnerie, on parle du grand architecte de l'univers, pour un certain nombre d'obédiences, pour parler d'une entité spirituelle qu'on n'invoque pas à la indienne, qui est le Grand Orient de France, mais peu importe, l'histoire l'invoquait. Donc il y a une confusion possible assez rapide. Le travail qu'on a fait avec Laurent et qu'on a fait sur plusieurs livres consiste à recouper les sources et à vérifier, plutôt que d'avancer tout et n'importe quoi au motif qu'un bâtiment ferait 3 étages, nombre symbolique. Enfin, sincèrement, parce que c'est pas parce que 3 rues se rencontrent que le grand architecte de l'univers les a dessinés. Il faut être un tout petit peu plus sérieux et recouper et vérifier. Et puis aussi ne pas se tromper, ne pas glorifier des bâtiments qui n'ont rien de maçonnique, qui peuvent être exceptionnels. Encore une fois, moi, chaque fois qu'on me dit Salvador Allende était franc-maçon, ce qui est très bien, je réponds toujours malheureusement Pinochet a été initié. Donc ça permet de calmer un peu mes frères et mes sœurs un peu trop enthousiastes. Et je vous indique toujours tout de suite, on a la Tour Eiffel en couverture, ne vous y trompez pas. Alors tous ceux qui voient un bâtiment en 3 étages qui serait un signe mystique ou un nombre mystique, c'est du délire. En revanche, l'architecte Bartholdi, enfin l'ingénieur plutôt en chef, Bartholdi, est particulièrement investi dans la franc-maçonnerie. Il fait d'ailleurs, comme vous le savez, la liberté qui est dans le peuple, c'est-à-dire la statue qui ouvre New York, marque l'entrée de New York. Il a fait également le Lion de Belfort, il a fait un nombre de bâtiments très importants, avec véritablement une volonté de marquer de la maçonnerie, par la maçonnerie, enfin son œuvre par la maçonnerie. Et les ingénieurs qui travaillent avec Eiffel, Cochelin et autres, sont tous des Alsaciens initiés dans des loges, mais qui correspondent aussi à des professions plus ou moins en phase avec la franc-maçonnerie et avec les valeurs qu'elle porte ou une tradition historique. Donc on a laissé la Tour Eiffel parce que pour moi c'est un bâtiment, on va dire, à moitié maçonnique. Et puis surtout dans la petite histoire, vous le savez peut-être, vous le savez sans doute, même si vous l'avez su, ce bâtiment a été conçu un peu en concurrence, évidemment pour l'exposition universelle, mais en concurrence avec le Sacré-Cœur dans un moment post-commune, où il y a d'un côté la commune de Paris sur Montmartre, évidemment, et de l'autre côté, la volonté de faire un bâtiment avec une lumière qui irrigue le monde, encore une fois, qui éclaire véritablement le monde, serait plus haut que la butte Montmartre. Et de fait, il y a eu un petit concours d'architectes pour faire de la meringue, je l'appelle comme ça, de Sacré-Cœur, parce que l'endroit est magnifique, le point de vue est sublime, je ne suis pas sûr que l'église soit la basilique soit la plus réussie. Il y en a des plus belles dans Paris ou même à Saint-Denis, mais elle a été faite pour vraiment faire un concours de quelques mètres à qui aurait le plus haut, et puis c'est la Tour Eiffel a fini par gagner grâce à l'antenne de Télévision de France. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus beau dans la Tour Eiffel. Mais donc l'histoire en elle-même, elle est porteuse d'un concours, entre guillemets, entre la laïcité, la République laïque et l'Église de France. N'y voyez aucun parti pris anti-chrétien plus que ça. Encore une fois, chacun est libre de ses choix. C'est le principe même de la franc-maçonnerie adogmatique. On peut croire, ne pas croire, être pratiquant, pas pratiquant, juif, protestant, bouddhiste ou peu m'importe, ou être athée, comme moi, je le suis devenu il y a maintenant quelques années.
Ce livre donc raconte ou se promène de façon presque exhaustive, je pense, pour les bâtiments publics ou tous les lieux reconnaissables. Il nous manque sans doute des façades et des rues. Quand les chauffeurs de taxi avaient autre chose que Waze et un GPS sous les yeux, ils avaient l'obligation d'apprendre les 5000 rues de Paris et beaucoup plus de l'Île-de-France. Alors, dans les 5000 rues de Paris, évidemment, il y a toujours des bâtiments qu'on n'a pas vus. Et au 3e ou 4e étage des symboles maçonniques, voire en entrant à l'intérieur du bâtiment. C'est là qu'on découvre dans l'escalier principal qui n'a pas été détruit éventuellement que le bâtiment était un bâtiment maçonnique. Il y a des bâtiments où il faudrait rentrer à peu près partout en vérité pour s'en apercevoir et qui sont un peu cachés. Rue Bonaparte dans le 6e arrondissement, si vous poussez la porte de certains numéros, c'était le siège du 1er Grand Orient en 1723. Mais rien ne l'indique sur la façade. Il faut pousser l'entrée pour être dans le hall et s'apercevoir que c'est couvert de signes maçonniques. Ou à l'inverse, rue de Bussy, vous voyez cette rue très piétonne aujourd'hui et pas mal envahie de touristes. À Saint-Germain-des-Prés, là il y a une étoile flamboyante, c'est-à-dire une étoile très caractéristique, on va faire simple, au premier étage sur un bâtiment depuis 1726 devant lequel passe tout le monde en disant que ça doit être juste une coquetterie de l'architecte ou le symbole d'une marque franchisée, bon, pourquoi pas. Et c'est évidemment un bâtiment maçonnique, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc il y a ce paradoxe des bâtiments cachés, des bâtiments publics visibles, et puis des bâtiments dont l'histoire a existé et qui ont été transformés ou dont les signes de reconnaissance ont disparu. La franc-maçonnerie, pour faire simple, et vous me pardonnerez pour ceux qui en connaissent un peu les arcanes, ou la pratique, ou en tout cas où ont des liens familiaux, parce que leur père, leur mère, leur époux, leur conjointe en est membre, la franc-maçonnerie est donc un ordre ou une société, entre guillemets, plus discrète que secrète, fondée de façon théorique en 1723 à Londres. On parle d'une franc-maçonnerie spéculative pour prolonger ce qui serait, la distinguer, ce qui serait la franc-maçonnerie opérative. Un maçon opératif, c'est un tailleur de pierre, hein, et il y a une filiation très nette et historiquement prouvée avec les bâtisseurs des cathédrales et les ouvriers du bâtiment. Et la franc-maçonnerie spéculative, c'est celle qui consiste à utiliser les méthodes de chantier d'une cathédrale, par exemple, pour travailler ensemble à améliorer l'homme et la société, en utilisant symboliquement des outils qui sont ceux du franc-maçon opératif, hein, la pierre cubique, la pierre brute, passer de la pierre brute à la pierre cubique, donc taillée, utiliser un tablier pour se protéger des éclats de la pierre quand on la taille, utiliser un maillet, un ciseau, des compas, des équerres, tous des choses d'architecture qui permettent la construction, l'édification intérieure et extérieure d'un monde meilleur, c'est-à-dire d'un temple au sens d'un endroit idéal. Hein. Et vous retrouverez de nombreuses références dans l'histoire de la littérature, de la musique, du cinéma même, à ces outils ou cette spéculation, cette franc-maçonnerie spéculative. Un seul exemple pour vous éclairer et vous laisser penser, que j'ai repris dans d'autres livres mais qui se trouve ici. Vous avez tous en tête le livre de la jungle, évidemment, ne serait-ce que le dessin de Walt Disney, franc-maçon californien. Dans le livre de la jungle, on trouve au début le petit Mowgli naît ou est abandonné, on le retrouve dans la forêt avec les ruines d'un temple ou d'un bâtiment. C'est le temple de Salomon qui a été détruit, c'est celui qui figure dans l'Ancien Testament et qu'il va falloir reconstruire d'une façon ou d'une autre en pourchassant les assassins d'Hiram l'architecte, c'est la Bible, hein, ou l'Ancien Testament, ou les livres anciens qui appartiennent aux trois monothéismes. Il est ensuite accompagné, il va devenir un homme, c'est-à-dire passer d'un statut quasiment animal, puisqu'il est élevé par les animaux, à un statut d'être humain, en étant accompagné, notamment avec le feu, la lumière, en étant accompagné avec des animaux qui sont négatifs ou positifs, le serpent, la panthère, etc. Et c'est vraiment un cheminement ou une allégorie parfaite de ce qu'est l'idée de la franc-maçonnerie et de la création, étant précisé que, bien évidemment, Walt Disney, c'est son premier dessin animé, s'inspire et adapte directement le livre de Rudyard Kipling, le livre de la jungle, franc-maçon très déclaré, hein, qui a écrit des choses magnifiques, un poème qui s'appelle La Maloche-Mère, grand écrivain britannique, initié à Lahore, qui est l'actuel Pakistan, et qui était le régime, enfin l'Empire britannique, et qui d'ailleurs inspirera dans le même mouvement Baden-Powell, qui crée le scoutisme franc-maçon,
à l'origine, même si aujourd'hui il est très religieux, il existe encore des francs-maçons, des groupes de scouts, on va dire éclairés, et puis il y a de tout, mais le langage, le fait de lancer des gamins dans la forêt, d'apprendre par le collectif à s'entraider, à grandir, à se respecter, etc., est évidemment une transposition du principe maçonnique de construction de la société. Hein. Donc Baden-Powell, Rudyard Kipling, Walt Disney, mais à chaque fois la même idée, construire soit symboliquement un temple par les pierres, soit en tout cas mieux encore un monde meilleur et un groupe qui s'entraide plutôt que de se tirer dans les pattes. 3 siècles d'empreintes, 3 siècles d'histoire à travers ce pays et de très nombreux acquis sociétaux indéniables, hein, depuis la crémation au XVIIIe siècle, en passant par qui prend un monopole à l'Église qu'elle a sur l'enterrement et le fait nécessairement d'avoir une messe funéraire, mais surtout de payer pour celle-ci. Les grandes lois de la République sur l'éducation obligatoire pour les filles et pour les garçons, hein, Jules Ferry, franc-maçon, mais évidemment la loi de séparation des Églises et de l'État, si importante en ce moment, de 1905, et ce, quelles que soient les religions dont on parle. Encore une fois, c'est pas les religions nulle part, c'est les religions sont une chose personnelle, et il faut simplement séparer l'argent de l'État de l'argent privé, et la foi de chacun d'une foi publique qui poserait problème éventuellement au reste de la société. Le code du travail, des choses qui sont moins sympathiques en ce moment, l'impôt sur le revenu, mais ça dépend de quelle façon vous la regardez, le sous des écoles, l'étatisation des chemins de fer, qui étaient privés. On se plaint aujourd'hui du fait que les petites gares sont fermées par la SNCF, et de fait c'est pas génial, mais c'était pire au 19e siècle, puisque les compagnies de chemin de fer sont comme aux États-Unis au départ uniquement privées. Donc l'idée de faire un service public est une idée maçonnique, la mutualité, l'assurance, 100 000 choses qui vont jusqu'à l'IVG ou la contraception par le biais de Pierre Simon, médecin et ancien grand maître de la Grande Loge de France, dont j'ai écrit une biographie. C'est un tableau très rapide pour vous indiquer de quoi on parle et venir maintenant directement dans mon sujet. Évidemment, les questions tout à l'heure sont les bienvenues pour éclairer ce que j'ai très approximativement, très rapidement brossé comme définition de la franc-maçonnerie. Vous comprendrez assez vite, j'ai scindé ce livre, nous avons scindé ce livre en plusieurs grands tableaux ou plusieurs types d'empreintes, en vous rappelant, comme je l'ai dit, que la franc-maçonnerie s'installe dès les années 1720 en France. Elle s'installe d'abord à Bordeaux, hein, Montesquieu, pardonnez-moi, là. Montesquieu sera initié à Bordeaux, à Londres, puis ensuite maçonnera à Bordeaux et à Paris. Donc on trouve dans des villes comme Bordeaux, comme Lyon, comme Paris, intramuros, ou même à Versailles, puisqu'il y a une loge des petits appartements dans le château, des traces de la franc-maçonnerie à beaucoup d'endroits, et pas uniquement, là j'ai résumé Paris, parce que c'était beaucoup plus facile de faire un livre que si je faisais Mency franc-maçon, qui doit exister, mais qui fait un nombre de pages, sauf pour des historiens très régionaux. Voilà, donc il y a dès le début des créations qui sont marquées. Si je reprends encore la place Saint-Sulpice où je vais décerner ce prix mercredi et sur laquelle j'ai siégé puisque la mairie est place Saint-Sulpice rue Bonaparte, on trouve le commissariat de police qui est malheureusement en train de fermer, où le poste de police était une des premières loges maçonniques créées à Paris, parmi les 5 premiers. Le bâtiment, c'était devenu un poste de police et aujourd'hui, ça sera rien ou un magasin de fringues, malheureusement, puisqu'on regroupe, vous le savez, malgré l'actualité qui devrait quand même pousser à ouvrir de plus en plus de commissariats, de points de police et améliorer le fonctionnement de la justice. C'est l'objet d'un livre que je sors en septembre sur le même sujet qui s'appelle Le Livre Noir de la Justice, coulisses d'une faillite, qui était programmé, que j'étais en train de finir d'écrire avant que les drames actuels, encore pire que parce qu'ils mettent à lumière les dysfonctionnements, n'apparaissent et ne nous préoccupent légitimement toute la journée. Cette promenade maçonnique, elle s'inspire d'abord évidemment des grands monuments publics que vous avez vus et que je vous incite à revoir, non pas à vous précipiter pour faire une promenade, on en fait d'ailleurs, hein. Moi j'en ai fait dans le 6e, il y en a au Père-Lachaise, avec des guides qui vous traballent entre guillemets de tombe en tombe ou de grands moments, de grands monuments jusqu'au mur des fédérés, celui de la commune devant lesquels ont été abattus les communards, hein, regroupés. Et où chaque année, le 1er mai, les francs-maçons du Grand Orient de France notamment défilent avec leurs décors, leurs bannières, leurs tabliers, leurs cordons, précédés de la fédération anarchiste, hein, une heure avant, mais chacun est libre de manifester le 1er mai, heureusement.
Ces bâtiments, si je les prends non pas de façon exhaustive, mais que j'en prends les principaux, vous allez les revoir, entre guillemets, d'un œil différent. Évidemment, l'Assemblée nationale, sujet aujourd'hui de tous les débordements ou de tous les débats, ça dépend des jours, quotidiens. L'Assemblée nationale en tant que telle, c'est sur la frise qui se situe sur la façade, au-dessus des colonnes, que vous verrez dans cette frise triangulaire. Alors triangulaire ne veut pas dire maçonnique, hein. Le triangle est maçonnique, mais enfin, encore une fois, c'est comme les 3 rues. Mais en revanche, on voit très nettement des personnages qui sont notamment des tailleurs de pierre. Et vous me direz que le tailleur de pierre sur le symbole d'un parlement ne peut pas être, on va dire, complètement un hasard ou quelque chose qui ferait partie du décor naturel que l'on pose sur un endroit éminemment démocratique. Derrière, place du Palais Bourbon, celle qui donne son nom, encore une fois, au palais. Donc à l'arrière, là où la rue de Bourgogne rejoint l'Assemblée nationale, au milieu, il y a une sorte, non pas de sculpture, mais il y a une sorte de stèle qui figure et fait le rond-point, et sur laquelle vous trouverez ce qu'on appelle un delta lumineux, c'est-à-dire cet œil avec des rayons qui partent, qui peut être un symbole chrétien qu'on trouve plus d'ailleurs en Allemagne par exemple, ou dans certains pays, la Bavière catholique, plus que comme décor baroque qu'en France. Il y en a beaucoup moins en France dans les églises, mais c'est quand même très fréquent. Mais c'est évidemment une référence à un grand architecte de l'univers. Et derrière l'Assemblée nationale, vous imaginez en raison de l'histoire, ce n'est pas une référence à Dieu, c'est une référence très nette à la franc-maçonnerie, d'autant que sur chaque face de ce monument, de cette stèle qui est un quadrilatère, vous trouverez des symboles maçonniques de chaque côté, mais au mieux de... c'est la plus visible en réalité, mais sauf que personne, quand on traverse une place, ne s'arrête sur le pied de la place ou au rond-point, au milieu du rond-point, pour regarder vraiment de quoi il s'agit. Il n'y a que dans ce qu'on appelle l'art giratoire, le 1% culturel qui fait des trucs plus ou moins réussis, lorsqu'on sort de la nationale pour prendre une départementale et que vous avez une sculpture géante au milieu qui a été faite dans les années 70, qu'on voit de quoi il s'agit, au pire en ayant parfois un accident, mais les monuments parisiens qui sont sur les places, on ne les regarde plus parce qu'on a l'habitude de tourner autour sans même s'attarder. Vous trouverez le même phénomène, je l'ai dit tout à l'heure, place de la République ou place de la Nation. Place de la République, vous savez, qui est aujourd'hui grandement piétonne, mais il y a 2 grands groupes de sculptures, 2 grands groupes de statuaires en bronze, et sur lesquels vous verrez, si vous regardez, au pied, toute une série de symboles maçonniques qui sont inscrits au pied de la sculpture, vraiment, du groupe, et puis après, selon les personnages, vous repérez ou pas, et de fait, c'est une commande du 19e siècle, et qui est passée avec, véritablement, dans le cahier des charges, la nécessité d'inscrire les symboles maçonniques républicains. Aujourd'hui on la voit mieux, et place de la Nation, c'est encore plus saillant. Alors ça va être plus visible, n'y voyez aucun point de vue pro-Hidalgo sur l'urbanisme, c'est le moins qu'on puisse dire de ma part, hein, mais le fait d'avoir un tout petit peu dégagé le centre de la place permet de, parce que personne ne traverse place de la Nation pour se mettre au milieu, hein, ou alors il faut déjà avoir une envie de suicide quand on fait les 30 mètres, et puis après une envie de pollution quand on reste au milieu, hein. Non seulement il n'y avait même pas 50 cm de trottoir. Mais à l'origine, la place de la Nation n'était pas faite pour être entourée de voitures, mais de calèches éventuellement ou de choses. Et c'est une entrée triomphale de Paris, hein, la porte de Vincennes, les 2 grands piliers qui arrivent, et la grande traversée qui va jusqu'à, on va dire, la grande arche de la Défense, en passant, mais surtout, la rue de Rivoli, le Louvre, l'arc de triomphe du Carrousel, l'arc de triomphe, autant de symboles de la place de la Concorde, autant d'endroits qui sont des étapes maçonniques avérées et non pas une vue de l'esprit. Donc la place de la Nation, elle ouvre véritablement cette traversée d'est en ouest, c'est-à-dire d'où vient la lumière, hein, où se lève la lumière et vers où elle va, vers où elle descend, où elle décline. Et là encore, si vous vous approchez, vous verrez de nombreux symboles maçonniques. Je continue ma promenade en restant quelques instants. Vous n'embêtez pas, je vais la ramasser. Il n'y a rien de grave, vous voyez que je parle un peu sur mes notes. Donc c'est le principe même de l'avocature. Si on lit, elles sont vaguement numérotées, c'est très gentil. Si on lit sa plaidoirie, on est à côté de la plaque et on perd à coup sûr. Hein. Parce qu'on l'a écrite 10 jours avant le procès, puis il y a un coup de théâtre à l'audience. Et si vous lisez ce que vous aviez écrit, généralement, vous partez faire une mauvaise décision de justice, ou alors le magistrat se demande à quoi ça sert, vous avez mis une robe et que vous y êtes venu. Donc, l'École nationale des beaux-arts. Vous la voyez, elle est sur le quai, véritablement, elle est juste entre le quai Conti et puis à côté de l'hôtel de la Monnaie,
L'entrée officiellement maintenant, elle est face à la rue des Beaux-Arts et rue de Seine. Ça doit être la rue de Seine qui se prolonge, depuis la rue de Tournon en passant, en descendant. Et il y a l'Hôtel des Bonnets, mais l'École nationale des Beaux-Arts, quand vous regardez depuis l'entrée qui était celle sur les quais de la Seine, est aussi remplie de symboles maçonniques. Mais encore une fois, la maçonnerie, elle célèbre aussi à un certain grade les arts, la science, les muses diverses et variées, la musique, la littérature, toutes choses que l'on retrouve, et là, non pas simplement sous une lyre ou sous une plume, comme un symbole de salon du livre, mais quelque chose de beaucoup plus marqué, avec vraiment des symboles maçonniques. Il y en a quelques dizaines qui sont très marqués selon les grades et qui signifient des choses un petit peu précises. Si je vais très haut dans les grades maçonniques, il y en a 3 principaux, mais on peut monter dans les obédiences classiques jusqu'à 33. Il y a 99 grades dans certains rites, mais c'est très particulier. Mais apprenti, compagnon, maître, mais au-dessus on trouve des symboles comme le phénix, un oiseau, le pélican qui est un autre oiseau, un oiseau qui évidemment garde la nourriture pour ensuite, dans son gloire, entre guillemets, pouvoir nourrir d'autres, et éventuellement les petits. Et vous avez parfois des pélicans sur des façades. Vous dites, mais qu'est-ce que fait un pélican dans le 5e arrondissement? Évidemment, il est là parce que l'architecte ou le propriétaire ou le commanditaire était franc-maçon, et que c'est un symbole qui permettait d'être ou soit un petit peu anecdotique, soit inaperçu par les passants ou les voisins, tout en étant un rappel évident pour les initiés. La place de la Concorde, puisque je l'ai évoqué quelques instants. Là, il faut faire le tri. On est donc de l'autre côté de l'Assemblée, on a traversé le pont, on est revenu dans le 1er arrondissement, et malgré le fait qu'elle a été un peu malmenée ces derniers temps, on ne sait plus dans quel sens on circule. Il y a même eu des palmiers, même par Madame Hidalgo, qui mélange un peu tout, au motif qu'il y avait un obélisque. Elle a pensé qu'il fallait refaire le Nil. Bon, pourquoi pas. Vous avez donc là des groupes de sculptures qui font le tour, qui, vous le savez, symbolisent des régions de France notamment, tout autour de la place royale, l'ancienne place royale devenue place de la Concorde. Et puis surtout, l'obélisque n'est pas maçonnique en tant que tel, ne vous y trouvez pas, c'est un cadeau, entre guillemets, qui est fait à Charles X, d'un obélisque de Luxor, mais évidemment la franc-maçonnerie puisera beaucoup dans le symbole de la construction quasi miraculeuse qu'on a du mal à expliquer au XIXe siècle notamment, et même au XVIIIe, de la pyramide, et des mystères de l'Égypte antique, d'autant plus que pour les découvreurs ou les voyageurs du XVIIIe siècle, hormis Marco Polo et quelques cas de figure, le bout du voyage, le célèbre voyage en Orient, il s'arrête en Égypte, pour Alexandre Dumas, pour Flaubert, pour beaucoup, donc c'est vraiment une expédition d'Égypte, c'est aussi la même idée. Napoléon n'est pas maçon, mais la totalité des maréchaux d'Empire le sont, la totalité des scientifiques et des artistes qui accompagnent l'expédition d'Égypte le sont, de Cuvier à Lano, de Montgolfier, en passant par Vivant Denon, qui sera le créateur du Louvre en tant que musée public, véritablement, tous sont francs-maçons, et donc l'idée d'arriver en Égypte l'égyptomanie est quelque chose de très récurrent dans le corpus symbolique maçonnique. Donc là, l'emplacement de l'obélisque est fait de telle façon qu'il s'inscrit dans un champ patrimonial ou lexical complet qui est déjà très empreint. Pourquoi ? Parce que les 2 hôtels particuliers, l'hôtel Crillon, qui est devenu aujourd'hui un hôtel de luxe, un palace, mais en dessous il y a l'Automobile Club, et puis surtout de l'autre côté l'hôtel de la Marine, qui a été rénové de façon magnifique et qu'on peut enfin à nouveau visiter. Vous avez dans les piliers avancent légèrement, il y a une sorte de terrasse entre guillemets sous les piliers, et si vous levez les yeux, il n'y a même pas besoin de rentrer, vous pouvez rester place de la Concorde. Il y a des grands symboles plaqués au plafond, où l'on voit très nettement dans des ronds, mais ça fait 1,50 m de large à chaque fois, tous les symboles de la franc-maçonnerie indiqués. C'est l'ancien garde-meuble royal, originellement. Et les architectes sont très bien connus comme étant évidemment des architectes francs-maçons de cet ensemble qui normalement ouvre la rue Royale avec tout ce que là ça comporte. Encore une fois, pas d'antagonisme non plus faussement vu de façon rétrospective entre la royauté et la République pour ce qui est de la franc-maçonnerie qui naît au XVIIIe siècle, qui est évidemment regardée d'un œil un tout petit peu étrange par la monarchie, mais comme elle existe en Angleterre dans la monarchie parlementaire déjà depuis bien longtemps, elle est finalement dans des rapports un petit peu étranges où on va être pour, on va être contre, et on va chercher plutôt à se l'allier ou à y avoir des espions plutôt que de la combattre. Elle sera en osmose pendant longtemps avec une forme de royauté.
avec des idées plutôt libérales et progressistes à l'intérieur de Versailles. J'ai moi créé une loge qui s'appelle toujours Montmorency Luxembourg, du nom du grand maître adjoint du Grand Orient de France, qui est un duc de France, qui, pour tout vous dire, s'enfuira de France le 15 juillet 1789. Donc on ne peut pas dire que ce soit un républicain ou un révolutionnaire très avancé, hein. Mais c'est le créateur du premier rite français, de l'adaptation du rite écossais en France. Il y a déjà des rites qui sont traduits, mais c'est le premier qui crée un rite hexagonal, d'où le fait, dans une loge d'historiens que j'ai créée, dont j'ai été le vénérable, c'est-à-dire le président, d'avoir voulu travailler selon le rite qu'il a fait en 1784. Mais encore une fois, la répartition des rôles est plus complexe qu'un truc Janus Bifrons, où les uns pour, les uns contre, comme avec la religion. De la place de la Concorde, je vais remonter en réalité et revenir en arrière sur ma traversée de Paris, le palais du Louvre. Alors vous pouvez le regarder, c'est pas la pyramide de paye, hein, pas de fantasme. Hein. Et le fait que le président de la République s'y soit remontré le soir de sa réélection n'a aucun rapport avec la maçonnerie. Hein. Il y a vraiment que chez les fous, chez Dieudonné, perché derrière YouTube, caché quelque part en Iran ou en Syrie, qu'il faut y voir un appel à la franc-maçonnerie. Hein. Très sincèrement, on a regardé dans tous les sens. François Mitterrand aimait les pyramides, tout le monde aime les pyramides pour plein de raisons. Ça correspondait assez bien à l'inscription dans le bâtiment sans nécessairement le dénaturer. C'est comme toujours, il y a eu une polémique à l'époque, hein, comme les colonnes de Buren, puis 30 ans plus tard, tout le monde considère que ça fait partie du paysage. Mais en revanche, les décorations, des kilomètres et des kilomètres de galeries et de galeries externes, par lesquelles malheureusement il est facile de grimper désormais avec une échelle ou un monte charge, sont couverts de références maçonniques tout le long. Et le véritable bâtiment qui couronne le tout, c'est l'Arc de Triomphe du Carrousel, hein, qui est alors là une commande entièrement maçonnique de A à Z. Il n'y a pas un élément qui ne soit pas une référence à la franc-maçonnerie. Pour ce qui est de l'Arc de Triomphe principal, je fais cette digression. J'ai déjà parlé de Napoléon et de son rapport, donc en réalité vous ne trouverez pas, c'est pas un bâtiment maçonnique, mais c'est un bâtiment dont tous les noms qui sont gravés dessus, qui sont les maréchaux d'Empire, sont tous évidemment maçons. Donc après vous y voyez ce que vous voulez, mais il y a un moment où Napoléon est considéré comme le grand protecteur de la franc-maçonnerie, après les années d'abolition, comme tous les privilèges, comme toutes les organisations par la Révolution française. Hein, où on trouvera des choses très bonnes, écrites par des maçons, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, écrite par les frères Mirabeau, Sieyès et Lafayette notamment, et en grande partie, la terreur n'est pas plus maçonnique qu'autre chose, malheureusement elle est juste la terreur. Hein. Mais la maçonnerie sera abolie comme l'ordre des avocats et interdite pendant plusieurs années, comme toute les corporations, comme tous les privilèges, comme tout ce qui ressemble à une organisation, quelle qu'elle soit. Donc Napoléon rétablira peu à peu consulat, directoire, empire, la franc-maçonnerie comme une structure sociétale intermédiaire, comme un corps social qui permet de tenir un ensemble de valeurs républicaines sans pour autant tourner vers la terreur. C'est la même chose que par exemple au Maroc aujourd'hui, où Hassan II avait interdit les loges. Généralement ça va de pair avec les dictatures. Hein. La dictature absolue, elle n'aime pas les loges qui sont une expression démocratique issue du XVIIIe siècle. Mohamed VI, quand il est arrivé au pouvoir, moi j'en ai été chargé, à demander que les loges soient réouvertes pour faire un contrepoids à l'islamisme et accueillir des hommes et des femmes, des proviseurs, des sages-femmes, des médecins, des directrices d'école, etc. Et je porte une bague qui m'a été offerte à Tanger du nom de la loge Tingis, c'est le nom romain de Tanger, d'une loge dont j'ai allumé les feux, c'est-à-dire que j'ai co-inauguré avec le grand maître du Grand Orient du Maroc. Il y a je peux calculer quand Mohamed VI est arrivé au pouvoir, c'était 2 ans plus tard. Donc il y a une osmose, ou en tout cas une correspondance entre, évidemment, le grand protecteur de la franc-maçonnerie qui est Bonaparte et les monuments qu'il a pu ériger ou qui ont été érigés à sa gloire et qui n'ont pas été défaits. Même chose, si je prends une anecdote, avec la statue du maréchal Ney. Alors vous ne voyez pas où elle est nécessairement, mais le RER Port-Royal ou la Closet des Lilas, ça vous parle. Devant la Closet des Lilas, il y a une statue du maréchal Ney à l'endroit même où il a été abattu en 1815, hein, après les 100 jours, donc maréchal d'Empire. Et si vous regardez son costume de militaire, vous le trouverez assez particulier. C'est-à-dire que vous le trouverez assez peu fait pour la guerre. Et si vous regardez bien, il y a quand même une belle allure de tablier, il y a une belle allure de choses qui ne sont pas tout à fait militaires, à telle enseigne que dans les pires pitreries ou horreurs de l'histoire, Bokassa, empereur autoproclamé de Centrafrique, qui dormait au Crous
Donc juste en face, hein, vous voyez le Crous, l'abominable bâtiment qui est au-dessus du RER, avait tous les jours la vue quand il était étudiant à Paris sur la statue du maréchal Ney, et donc a décidé son costume d'empereur en empruntant à ça et a créé un ordre maçonnique en Centrafrique qui n'existait pas, en s'inspirant de tout cela et en faisant une bouillie et malheureusement des massacres à la hauteur du délire du personnage. Donc des clins d'œil des maréchaux de l'Empire, il y en a à beaucoup d'endroits, et puis évidemment vous connaissez les maréchaux, c'est-à-dire les boulevards dans lesquels on retrouvera marqués à plusieurs endroits des sculptures, des statues qui ne sont pas que des références à des maréchaux, mais qui sont des références à des moments à ces passages de maréchaux par la franc-maçonnerie, comme il y a des passages évidents dans les rédacteurs du Code civil, hein, Tronchet, Cambacérès, qui sont francs-maçons, et qu'on trouvera entre la rue de la Madeleine, et Saint-Lazare, la rue Tronchet, elle porte des symboles qui ne sont pas uniquement des vues de l'esprit à tel ou tel endroit. Je vais égréder, mais tâchez de pas vous manger tout le temps, et puis vous laissez quand même lire le livre aussi, parce que si je lis tout le livre, on va avoir un petit problème, non pas moi, mais de marketing avec mon éditeur, je vous le dis tout de go. L'hôtel de ville, donc l'hôtel de ville central, est évidemment une interprétation maçonnique de ce que peut être la municipalité ou le bailli, ou le bourgmestre, comme on dirait à Bruxelles, bien évidemment. Même chose au lycée Louis-le-Grand, ou dans les grands lycées républicains, même s'ils portent des noms de rois, mais ils sont créés globalement au XVIIIe siècle, ou légèrement avant, hein, et ils ont tous, Henri IV ou Louis-le-Grand, des symboles extrêmement maçonniques parlant sur la façade. C'est pas le cas de tous les grands lycées parisiens. Moi j'étais à Condorcet, il n'y a aucun symbole maçonnique. Il y a le portrait de Proust qui est formidable, qui humilie tous les élèves qui rentrent là-dedans quand on veut faire des lettres, mais voilà. Et puis il y a les frères Goncourt, il y a Boris Vian, il y a Mallarmé comme prof d'anglais, donc ensuite si vous avez envie de passer votre bac sereinement, il y a plus reposant. J'ai parlé tout à l'heure du mur des Fédérés au Père-Lachaise. Évidemment, les trois grands cimetières parisiens sont des endroits éminemment maçonniques, Montparnasse, Montmartre et le Père-Lachaise. Pourquoi? Parce que c'est la création au XIXe siècle, comme vous le savez, de cimetières hygiénistes et non pas d'enterrement ou d'entassement de cadavres comme on le faisait auparavant, hein. On déménage et on crée les catacombes pour désemblayer ce qu'était le centre de Paris, hein, le quartier des Halles, et on aménage des grands cimetières parisiens qui peuvent être extra-territoriaux, hein, celui de Pantin, celui, pardonnez-moi, je ne connais plus, du sud de Paris, avec, des carrés religieux, un carré juif, un carré de libres penseurs, toujours pour ceux qui ne veulent absolument aucune référence de près ou de loin et qui n'ont pas choisi nécessairement la crémation, etc. Il y a une construction comme ça, il y a beaucoup de tombes avec des rappels maçonniques, mais alors extrêmement patents. Chaque année, encore une fois, le Grand Orient fait une marche commémorative pour la commune de Paris et fait un parcours différent à chaque fois, et on s'arrête devant des tombes de maçons importants. Arthur Groussier, fondateur père du Code du travail par exemple, cette année, ainsi de suite, qui sont des figures républicaines dont la tombe par ailleurs est ornée, couverte, ou la sépulture, ou le caveau couvert de symboles maçonniques. On en trouve suffisamment pour faire chaque année depuis 40 ans un parcours différent sans jamais avoir double nez. Même chose à Montparnasse, même chose au Montmartre, même si c'est beaucoup plus ténu. Un instant sur la place Vendôme, évidemment. Alors en ce moment, elle est le siège pas totalement illégitime de manifestations quasi quotidiennes, hein, le ministère de la Justice. Voilà. Là, évidemment, c'est la colonne, hein, qui est porteuse de références maçonniques. On peut en trouver sur les bâtiments, mais c'est le hasard des propriétaires, et il y en a peu, parce que c'est essentiellement le Ritz, l'hôtel, le ministère de la Justice, et puis après, aujourd'hui, il est joyé, comme vous le savez. Mais si vous regardez la colonne de la place Vendôme, et évidemment, pour des tas de raisons historiques que vous avez compris déjà pour les propos liminaires, vous les retrouverez. Le palais de justice, là je parle de l'île de la Cité, hein, pas du truc en verre au Batignolles, que vous pouvez trouver élégant quand vous y allez, mais c'est parce que vous n'êtes ni justiciable, ni avocat, ni juge. Pour le praticien que je suis, c'est le cauchemar, comme pour tous mes confrères ou tous les juges, ou tout le monde, et la police judiciaire, lequel les orfèvres y est aussi désormais. Mais le palais de justice de l'île de la Cité, qui comporte encore la cour d'appel et la cour de cassation, alors là, il y a des repères, mais plus qu'évidents. Il y a un escalier, des correctionnels, dont les rampes sont entièrement d'un étage à un autre, remplies de deltas lumineux, de triangles, et ça n'en finit plus. La salle dite des petites assises, donc c'est une salle de cour d'assises, mais moins grande que la plus spectaculaire
pour des procès où il y a moins de presse, comporte des deltas lumineux au-dessus. La 17e chambre, la chambre de la presse, a une fresque maçonnique au plafond. On peut faire une visite quasiment du palais de justice, 14 km de couloir, hein, à la lumière, évidemment, de l'histoire de France, hein, la conciergerie, la salle de lit de justice du roi, devenue la première chambre, mais réinterprétée au fur et à mesure des siècles par la franc-maçonnerie qui a laissé de très larges marques. Le Panthéon. Allez, donc, puisque je l'ai déjà évoqué tout à l'heure et que je fais une petite promenade, l'Observatoire, évidemment, puisque la famille Arago, qui sont les véritables fondateurs de l'Observatoire de Paris tel que vous le voyez, hein, je parle de la coupole, entre guillemets, blanche que vous apercevez et qu'on peut visiter, hein, notamment lors des journées du patrimoine. Puis il y a quelques visites guidées, mais c'est assez rare, évidemment, et qui fixera les méridiens et un certain nombre de choses, hein. Est évidemment un endroit extrêmement maçonnique par son architecture. Il y a plein de références. Dans un temple, on parle d'une voûte étoilée en reproduisant une sorte de galaxie, enfin des galaxies, et notamment la Voie lactée. Et on trouve donc dans l'observatoire fait par la famille Arago, conçu par la famille Arago, qui sont toutes des scientifiques francs-maçons, des références très nettes qui dépassent la simple observation scientifique ou l'allure d'un observatoire ou d'un planétarium, hein. On est dans autre chose. Le parc Monceau, puisque je suis là encore rive gauche, il suffit de se promener pour regarder comme... le parc Montsouris, rive gauche, et le parc Monceau, rive droite. Le parc Monceau, rive droite, évidemment, il y a dedans, notamment, vous le savez, un pyramidion. C'est une petite pyramide. J'ai fait il n'y a pas longtemps un secret d'histoire avec Stéphane Bern où on l'a fait ouvrir. C'est un petit temple maçonnique privé qui permet de contenir 20 personnes, pas plus, qui s'ouvre. C'est une petite pyramide et elle a été conçue par un des propriétaires qui possédait le parc Monceau, puisqu'à l'origine ce sont des propriétés des jardins privés qui ont été reliés pour devenir un parc public à la fin du XVIIIe siècle, avant vraiment de devenir un parc national, enfin un parc communal, municipal, au XIXe siècle. Le parc Montsouris, puisque là, pardon, je suis plus proche de mon quartier et de nous, géographiquement, dans là aussi un certain nombre de sculptures, et il y a particulièrement une statue qui est étrangement dorée et toujours dorée, qui représente Thomas Paine, dont le nom ne vous dira rien, mais c'est un des 33 pères constitutifs de la Constitution américaine. Sur 33 constituants américains, à peu près la moitié sont francs-maçons, hein. Benjamin Franklin, George Washington et Thomas Paine notamment, un peu tombé dans l'oubli, mais il faut dire qu'il avait peut-être fumé un peu l'herbe du parc Montsouris, pardon pour parler poliment, en tant qu'officier de justice qui ne promet pas les drogues, parce qu'il y a un moment dans ses délires, dans la fin de sa vie, il a trouvé nécessaire de relier la franc-maçonnerie au druidisme, ce qui est une interprétation très audacieuse de l'histoire générale de l'humanité, hein. Il y a le templarisme comme mouvement, hein, c'est évidemment Ivanhoe et un certain nombre de grands personnages, de grands écrivains, Walter Scott, qui sont francs-maçons et qui réintroduisent le kilt. Alors là, tout fout le camp, c'est pas grave. J'allais dire vive le vent d'hiver, mais non. Très bien, oui, merci, c'est gentil. Donc la statue de Thomas Paine, elle est intéressante parce que on voit, si elle est si dorée et si propre, alors qu'on manque un peu de budget partout, c'est parce que des francs-maçons américains viennent chaque année en délégation la redorer, avec l'autorisation des autorités municipales qui autorisent qu'on repasse sur un monument qui a maintenant plus de 2 siècles, en le redorant chaque année dans une célébration maçonnique qui a lieu au vu au-dessus de tout le monde, que les touristes trouvent un peu folklorique. Les enfants du square, enfin les enfants comparables, et puis les voisins ont fini quand même par se renseigner et demander quand même qui était cette statue et ce qu'elle faisait là avec cette dorure quasi permanente. Je passe parce que manque de temps et manque de feuilles, ou presque, sur un certain nombre d'endroits, la maison des compagnons charpentiers. Je ne sais pas si vous la voyez elle est à Stalingrad ou au début de l'avenue Jaurès. Elle est officiellement celle des compagnons charpentiers, mais le compagnonnage renaît au 19e siècle officiellement, hein, encore une fois après avoir été aboli pareil comme un privilège ou une corporation, et il renaît notamment par les francs-maçons, même si aujourd'hui les compagnons cherchent à s'en démarquer. Parfois on trouve, je vous incite aussi à aller dans la ville de Troyes, où il y a de très beaux musées qui ont été refaits. Le maire François Barouin, qui ne se cache pas d'avoir été fils d'un grand maître du Grand Orient, a refait de façon très belle
la maison de l'outil et de la pensée ouvrière, et, qui est une maison du compagnonnage avec une collection créée par un curé qui a rapporté ou ramassé par terre quasiment 14 000 outils au début du XXe siècle qui risquaient de tomber dans l'oubli parce que les métiers se mécanisaient, de l'agriculture ou différents outils, différents métiers, et c'est un endroit merveilleux et rempli, alors là pour le coup, vraiment de symboles maçonniques, mais le curé a considéré que ça faisait partie de l'histoire, et ça faisait partie de certains métiers, encore une fois celui de constructeur, celui de maçon, celui de charpentier, et il n'y avait pas de raison pour lui, en tant qu'historien, évidemment, de cacher cela. Donc la maison des compagnons charpentiers à Paris, elle reprend une grande partie de cette histoire. Je vais prendre et terminer avec un ou deux autres endroits publics, le Champ de Mars, évidemment. Alors, c'est pas la Tour Eiffel, vous avez compris, et puis derrière, ça dépend des monuments, mais il y en a un particulièrement étrange qui a été fait par la femme de Marek Alter, Clara Alter, dans une polémique par ailleurs sur des montants publics et de l'argent pour le faire, mais il y a un monument aux droits de l'homme qui a été fait au moment du bicentenaire de la Révolution, qu'elle a fait en mettant des langages de toute la planète, dont le langage maçonnique, l'alphabet maçonnique, qui existe, qui est quasiment impraticable aujourd'hui, mais il y a une appli sur Google qui permet de le faire et de traduire entre guillemets, et elle a fait, alors qu'elle n'est pas franc-maçonne, elle a considéré que l'alphabet maçonnique faisait partie des écritures ou des graphies ou des glyphes que l'on pouvait utiliser pour rappeler un des langages de l'humanité. Le théâtre de l'Odéon, c'est un théâtre du XVIIIe siècle, très républicain, évidemment. J'en suis l'avocat, mais si au-delà du plafond repeint, etc., vous trouverez là encore de grands éléments maçonniques. Le square Paul Langevin, qui vous dira rien en tant que tel, mais c'est les arènes de Lutèce, vous voyez. Et là, on trouve, alors là, un nombre de choses maçonniques absolument impressionnantes, rajoutées dans les arènes, une statue de René Cassin, qui est, avec Léon Bourgeois, un des pères. René Cassin, c'est l'auteur de la Déclaration des droits de l'homme et citoyens universelle, qui s'est inspiré de la Déclaration de 1789 reprise par l'ONU. Léon Bourgeois, c'est le père du solidarisme franc-maçon, qui crée ce qu'on appelait la Société des Nations. Alors aujourd'hui, l'ONU ne ressemble à rien en pratique, mais la Société des Nations, c'est après 14-18, l'idée que malgré la boucherie et les inimitiés, les hommes peuvent se tendre la main et oublier les rancœurs de l'histoire. Ça n'a pas duré très longtemps avec l'Allemagne, mais c'était quand même une idée extraordinaire et qui est portée par des francs-maçons, dont Léon Bourgeois et plus tard par René Cassin. Vous trouverez également l'hôtel de Cagliostro. Vous connaissez ce personnage extraordinaire, Cagliostro, qui se fait passer au XVIIIe siècle, qui apparaît de Venise, un peu comme Casanova, mystérieux, qui créera un rite égyptien, le premier, et qui dit qu'il a été fait grand copte d'Égypte. Donc, dans une fumisterie, il fait de la spéculation financière, il crée, etc., et il crée un rite maçonnique, et son hôtel particulier dans le 16e arrondissement est totalement égyptomaniaque, on le voit de l'extérieur, et a irrigué une grande partie d'un courant maçonnique qui existe en Italie et en France notamment de façon assez structurée. L'hôtel de Ségur, je ne vais pas tous vous les citer, et puis, mais qui est visible de l'extérieur, et puis un qui est cher à mon cœur, parce que c'était un ami et que Laurent Kupferman a écrit un livre avec, c'est l'hôtel particulier de la famille Debré, de Jean-Louis Debré et de Michel Debré, qui est rue Jacob, et dans le jardin duquel on trouve un temple à l'amitié, c'est-à-dire un temple maçonnique qui est au fond du jardin. La famille n'était pas maçonnique à part le grand-père de Jean-Louis, c'est une famille de juifs qui a, on dit, francisé le nom en Debré, pour les raisons que vous connaissez de l'histoire de France et des persécutions de la Shoah. Mais c'est un très joli endroit maçonnique et il n'y a pas besoin d'avoir le code, il suffit de sonner, on vous ouvre parce que c'est classé aux monuments historiques et ils considèrent dans leur devoir de laisser les gens rentrer. S'il n'y a pas 500 personnes qui déboulent en même temps, rue Jacob, c'est assez simple à trouver. Un petit clin d'œil à Jean-Louis Debré aussi. Évidemment, vous trouverez dans Paris les sièges des grandes obédiences françaises, c'est-à-dire, pour faire clair et pour ceux qui ne seront pas maçons, des confédérations syndicales, pour faire simple, c'est-à-dire de ce qui réunit les grandes structures fêtières sous lesquelles sont abritées les loges qui sont partout en France, en métropole, dans l'outre-mer ou éventuellement à l'étranger. Rue Cadet, dans le 9e arrondissement, le siège du Grand Orient de France, c'est l'ancien hôtel particulier du Prince Murat, qui est devenu grand maître. La salle de bal du Prince Murat est devenue le grand temple, le temple Groussier du nom du père du Code du travail. Et à l'extérieur, c'est pas très joli en apparence, puisque si vous êtes rue Cadet, elle est quasiment piétonne aujourd'hui,
il y a une sorte de façade métallique en encorbellement, comme ça, et si vous la regardez bien, on se dit qu'est-ce que c'est moche, ça couvre 2 hôtels particuliers historiques. Ça a été fait après 1945, en raison de la persécution des francs-maçons pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime de Vichy, au même titre que les juifs, les tziganes, les homosexuels, les handicapés et les communistes, etc. Beaucoup étaient, par ailleurs les deux, étaient juifs et francs-maçons, etc. Mais ça a été fait pour protéger vis-à-vis de l'extérieur le siège de la franc-maçonnerie et pour éviter les horreurs qui avaient été commises, puisque 100 000 personnes ont été radiées de la fonction publique par les lois de Pétain, uniquement du fait d'être franc-maçon, maire, instituteur, etc. Donc cette architecture très étrange et pas très sympathique a une histoire, et c'est une commande faite à un architecte de barrage hydraulique. Donc le message est assez clair, faire dans le 9e arrondissement un barrage hydraulique. Des très jolis endroits en revanche aussi, plutôt. Rue Jules Breton dans le 13e arrondissement, c'est le siège du droit humain, obédience maçonnique qui a notamment vu Louise Michel en être adhérente, par exemple, et c'est un temple égyptomaniaque qu'on voit de l'extérieur, c'est-à-dire une sorte de péplum, entre guillemets, que j'aime beaucoup, moi, comme il y a à Bruxelles le même type de bâtiment, un bâtiment complètement égyptomaniaque que l'hôtel de Cagliostro, en plein milieu de Paris, c'est-à-dire avec vraiment des décors comme l'Égypte antique qu'on voit depuis la rue, assez beau. On trouvera dans Paris un grand nombre de sièges. La Grande Loge féminine de France, ça ne s'invente pas, est rue du Couvent. Donc c'est assez curieux, mais c'est comme ça. La Grande Loge de France, rue Puteaux, c'est quasiment à côté, pas très loin entre la place Clichy et puis la rue de Hollande, la rue de Rome, dans le quartier Europe. Vous voyez celui du nord de Saint-Lazare. Et là, c'est un ancien couvent devenu un cinéma dans les années 20 et qui est aujourd'hui le siège de la Grande Loge de France, et c'est assez visible, et l'architecture a été aménagée pour en faire un symbole d'une grande obédience qui a été beaucoup plus sociétale qu'elle ne l'est aujourd'hui au début du XXe siècle. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il y en a un certain nombre comme ça qui sont marqués beaucoup plus qu'elles ne l'ont été à la sortie de la guerre, encore une fois, en cachant un petit peu. Je vois que vous regardez votre montre et vous avez raison parce que je vais bientôt terminer. Oui, bien sûr. Mais comme je ne vous vois pas partir, je me permets de continuer une seconde. Je voudrais aussi vous parler des endroits cachés. Vous l'avez compris, beaucoup de bâtiments donc, sont visibles. Sur à peu près 5000 rues parisiennes, il y a environ 1300 immeubles qui sont marqués de cette empreinte, et quand je dis parisienne, ça s'étend évidemment à la banlieue petite ou grande et à la couronne, pas uniquement, c'est-à-dire partout où l'urbanisme en réalité a pris corps, les centres-villes, et si je m'attache juste à l'Île-de-France, vous trouverez dans un grand nombre de villes pas très éloignées de Paris. Ici on est aux confins entre guillemets de l'Île-de-France, si je ne me trompe pas, mais on reste en Essonne. D'ailleurs c'est le salon du livre d'Île-de-France, si je puis me permettre. Mais vous trouverez des bâtiments très partout en France, systématiquement au centre-ville, qui ont des rappels maçonniques sur les façades. Encore une fois, levez les yeux. Levez les yeux, c'est la meilleure façon. Et après, si vous tapez sur Google, il y a toujours des gens qui ont fait des photos. Vous tapez Mency maçonnique, vous trouverez forcément des façades et des bâtiments. Ça peut être un bâtiment très ancien, ça peut être un bâtiment du 19e ou du 20e siècle. Que vous dire de plus après cette longue promenade où je vous ai déjà emmené et mis à l'abri et à l'ombre pendant presque 1 heure, si ce n'est que, vous l'avez compris, je pense qu'il est important de comprendre cette mémoire et cette histoire, notamment parce qu'elle est intéressante historiquement, architecturalement, quand on est des promeneurs ou des piétons de Paris, comme disait Léon-Paul Fargue, ce que j'aime beaucoup plutôt que des regardeurs de téléphone portable, et puis également, je vous le dis tout de go, entre 2 moments électoraux un peu périlleux, où la France se tangue un peu dans tous les sens avec les extrêmes, se rappeler que la franc-maçonnerie et un certain nombre d'institutions démocratiques coïncident avec les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est la devise de la franc-maçonnerie, et ça n'est pas un hasard évidemment. Les valeurs des déclarations des droits de l'homme, celles de 1789 de droits humains comme vous voudrez, la laïcité, la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et on va rajouter le sexisme et l'homophobie, tout cela fait un ensemble de valeurs extrêmement importantes que l'on peut voir matériellement sur les murs de nos villes. Voilà, j'ai dit et je vous remercie pour votre patience. On a le temps de quelques minutes, sauf si les organisateurs au Claude me fait partir de ma chaise.
5 minutes. Alors, Sophie, tu veux faire la médiatrice? Voilà, allez, une ou deux. Déjà, merci beaucoup, monsieur, parce que moi, je suis vraiment très peu, je connais très peu la franc-maçonnerie. Et la question que j'avais, c'est justement comment une personne donc rentre dans cette confrérie de francs-maçons. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, je coupe un petit peu pour gagner du temps et ne pas me faire tirer dessus par Claude Guéraud. C'est vraiment un anecdote pacifiste. Nous sommes dans ce moment-là. Merci de nous faire avoir envie d'une balade, on va dire, plus orientée, sans mauvais jeu de mots. Mais j'ai une question de fond à poser au niveau des liens entre la franc-maçonnerie et les services de l'État. Comment se transmettent les idées, les recherches de l'un vers l'autre et quel est leur poids dans la société? On va remonter parce que là ça fait déjà deux questions très larges. Donc, est-ce que... Oui, on a besoin de micro, mais sinon je parle avec... je prends ma voix de tribunal et je la baisse de deux tons. Bonjour, merci à vous. Je voulais savoir pourquoi il y avait autant de loges finalement différentes et comment vous articuliez finalement vos actions les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a des antagonismes? Est-ce que tout le monde travaille main dans la main? Et pourquoi autant de loges si tout le monde travaille main dans la main finalement? Alors, trois larges questions. Donc une réponse qui va se vouloir concise, mais on va tenter l'exercice. Comment rentre-t-on? On est généralement, c'est rarement un choix personnel ou une illumination comme ça qui traverse l'esprit, ça arrive. Il y a des gens qui ont des lectures, des jeunes gens notamment, ou des gens moins jeunes, peu importe. Et désormais, il y a des candidatures spontanées qui sont admises. Ce n'était pas le cas pendant de nombreuses années, mais au Grand Orient auquel j'appartiens, il y a un portail et un endroit où on peut envoyer une candidature spontanée en ne connaissant en apparence aucun franc-maçon. En réalité, quand on sait un petit peu, on s'aperçoit qu'on a l'habitude dans sa famille ou dans ses proches ou dans ses collègues, parce qu'encore une fois, une organisation aussi imbriquée dans l'histoire de la vie française, il n'y a pas autant de membres qu'en Angleterre, 1 million d'initiés en Angleterre, 6 millions aux États-Unis. En France, on va dire que dans une cote mal taillée, c'est 358 personnes plus ou moins actives, c'est-à-dire des gens qui sont très actifs et puis d'autres qui ont été initiés et qui, pour des raisons géographiques, de temps, de changement, peu importe, ne pratiquent plus. Mais donc en général on entre, non pas parce qu'on fait une candidature spontanée, mais parce que quelqu'un un jour vous en parle, au détour d'une conversation, trouvant que vous avez une curiosité, qu'éventuellement vous avez des idées ou des valeurs plutôt, ce ne sont pas des idées politiques, plutôt des valeurs, et l'envie de travailler autour. Alors vous pouvez avoir des valeurs sans avoir besoin de vous mettre, heureusement il suffit d'un bulletin de vote, par exemple, ou de signer de temps en temps une pétition, j'en sais rien, personne n'est obligé d'être militant. Et d'ailleurs, les francs-maçons ne sont pas nécessairement des militants. Ils doivent répandre à l'extérieur les vérités qu'ils ont acquises, c'est-à-dire de préférence, transmettre des valeurs d'égalité et de choses comme ça à l'extérieur. Mais ça n'est pas une armée de sergents recruteurs. On dit souvent qu'il est plus facile, beaucoup plus facile d'en sortir, il suffit de claquer la porte, que d'y rentrer. Ce qui est en fait le contraire d'une secte. Une secte, on vous accueille sans problème, votre porte-monnaie surtout. Et quand vous voulez partir, c'est en revanche, alors là, bien difficile. La pratique, pour résumer, c'est que vous avez un parrain ou une marraine, quelqu'un qui un jour vous en parle, et puis à l'issue d'un déjeuner, d'un café, d'une conversation un peu plus poussée, pense que vous pourriez éventuellement, ça pourrait vous intéresser. Généralement, ça vient aussi avec des gens qui sont parfois en échec d'une tentative d'inscription dans un syndicat, dans du militantisme, un peu démunis face à ce que sont les partis politiques, face à ce que sont les églises, qui peuvent être dans une démarche sociétale ou spirituelle, les deux sont compatibles ou l'un ou l'autre, mais répondent à des aspirations de travailler en groupe sur quelque chose, sans être encarté, sans être... voilà, et avec une méthode de travail qui est très particulière, qu'on construit la parole, on ne dégomme jamais celui qui parle, on apprend, et si on n'en est pas d'accord, on l'exprime en essayant d'apporter quelque chose qui permet de construire la parole. Ce qui est le dernier endroit pour moi où l'on peut vraiment débattre, à part ici. Mais quand je vais sur un plateau de télé, quand j'ai l'impression d'être au palais de justice, c'est-à-dire en gros il faut plaider contre et gagner, alors que la franc-maçonnerie pour moi c'est un endroit où j'apprends quelque chose et éventuellement je ne contredis pas, mais je vais apporter un point de vue parfois imbécile sur un sujet que je ne connais pas bien, et puis poser une question de telle façon qu'elle permette de faire grandir voilà, restons positif, merci, c'est un peu l'esprit. La pratique c'est donc
généralement, en tout cas dans mon obédience, mais c'est le cas dans la plupart, une lettre de candidature, elle est ensuite approuvée par la loge, tout est démocratique, tout est voté. Hein. Il n'y a rien qui ne se fasse sans un vote. Et un vote au minimum à une majorité, voire parfois des majorités qualifiées, pour éviter des ambiguïtés. Donc, il y a un terme que vous connaissez dans le langage courant qui est un anglicisme, mais qui en réalité un franc-maçonniste qui est blackboulé. Une boule noire vaut 4 blanches. Donc un non vaut 4 pour. Pourquoi? Parce que si quelqu'un passe à 50%, ça veut dire que quand même 50% ne va pas être tout à fait raccord et que c'est pas génial pour la cohésion du groupe, qu'il y ait quelques réfractaires, ça participe du débat, mais s'il y a 50% qui d'emblée a du mal, on va avoir un problème pour, même si la personne est très bien, pour arriver à travailler, surtout vous faites rarement rentrer une personne toute seule pour des autres cérémonies d'organisation, vous en faites rentrer 3, 4, 5 maximum en groupe, mais 1 ou 2 fois par an, pas plus. Donc c'est voilà. La candidature, elle est donc traitée par la loge qui vote sur le principe, et ensuite on nomme 3 enquêteurs, chez moi en tout cas, mais c'est le cas dans la plupart des loges, un enquêteur biographique qui va rencontrer la personne et lui demander où elle a grandi, ce qu'elle fait comme métier, si elle est mariée ou pas, est-ce qu'elle est... c'est pas nécessairement très intrusif, hein, les gens disent ce qu'ils veulent, mais c'est avoir un peu idée autre chose qu'un profil Facebook, par exemple, ou que comme en avant. Et puis il y a une enquête chez nous qui est philosophique sur les convictions religieuses ou pas. Et si c'est pas religieux, c'est les convictions sur la peine de mort, l'IVG. Il va de soi quand même qu'il vaut mieux être contre la peine de mort et plutôt pour le droit des femmes à disposer de son propre corps que contre. Les 2 exclusions qui existent, très manifestées dans mon obédience, au Grand Orient, qui est l'obédience majoritaire, en tout cas la plus importante, c'est l'appartenance à l'extrême droite, Reconquête ou le Rassemblement national, et en particulier l'affichage militant ou sur les listes électorales. Hein. Et puis aujourd'hui, c'était un peu en débat, mais cette fois ça y est, l'appartenance à LFI. Mais surtout, on va dire tendance Rima Hassan. Vous voyez, je n'ai pas besoin de faire un gros tableau pour que vous compreniez. En revanche, le communiste ne pose pas de problème depuis 1945. Le Parti communiste a levé l'anathème de la double appartenance en raison du mouvement de fusion dans la résistance, où les francs-maçons étaient importants comme les communistes. Et le Parti communiste français a fait passer à Moscou, qui lui a interdit de le faire, mais c'est passé quand même, tout aussi staliniste qu'il était, la possibilité qu'un communiste soit franc-maçon. Et c'est resté avec il n'y a pas de prosélytisme et pas de discussion politique ou religieuse en loge. Donc les choses sont assez simples, mais c'est vrai que chez les filles, ça prend soin le dessus. Hein. Voilà. Donc ensuite, cette candidature, donc il y a une 3e enquête, qui est une enquête dite politique, mais qui revient un peu au même que l'enquête philosophique, puisque ça revient peu ou prou à savoir si les gens votent Front National ou pas. À partir du moment où ils votent à droite, à gauche, ou ils ne votent pas, ça ne pose pas de difficulté. Il y a vraiment une exclusion, enfin un barrage pour le reste. Je termine parce que il y a d'autres questions et après je vous laisse reprendre la parole. On ne peut pas avoir la vérité absolue. Les gens, c'est déclaratif. Mais si on est suspicieux surtout et on fait des fiches surtout pour quelque chose, après on finit par s'apercevoir, sincèrement, si vous rentrez et que vous êtes d'extrême droite ou néo-nazi, au bout d'un moment, alors il faut vraiment avoir une idée très trotskiste, hein, pardon, de ce qu'est l'entrisme, pour y rester pendant des années en espérant faire un putsch. Hein. Mais généralement ça se voit, parce que la loge, ça vit, on se réunit 2 fois par mois. Souvent, il y a des dîners qu'on appelle des agapes. Donc sincèrement, au bout d'un moment, vous finissez par juger qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas. Et éventuellement, c'est traité, il y a une justice interne, disciplinaire, hein, une chambre suprême de justice maçonnique avec des principes contradictoires, un débat contradictoire, etc., qui permet de régler les éventuels problèmes ou la dérive. Hein. On a chaque année, ou chaque municipal, on a des gens qu'on découvre sur une liste. Appétit politique, vraiment, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein, malheureusement, et qu'on découvre, et ben, on leur demande soit de démissionner, soit il y a un procès maçonnique qui est fait, et puis ensuite par un débat, hein, c'est un jugement. Voilà. Il peut y avoir des erreurs entre guillemets sur une liste apolitique ou dans un village où il y a tout le monde et qu'on s'aperçoit qu'à posteriori il y a quelqu'un d'autre qui pose problème. Donc c'est pour ça que c'est au cas par cas, mais globalement il y a une exclusion à peu près systématique. Voilà. Et ensuite de quoi le candidat passe sous le bandeau, c'est-à-dire qu'il est amené, il ou elle est amené dans le temple avec un bandeau pour être interrogé par les frères et sœurs qui sont présents. C'est assez intimidant hein, pour celui qui passe. Ce n'est pas un test de connaissance ou de vérification de ce qui a été fait dans les enquêtes. Elles sont lues par trois enquêteurs. Les enquêtes sont anonymes. Elles sont faites par un maître de l'atelier, donc quelqu'un qui a un peu d'expérience. Elles sont anonymes et données au vénérable maître, au président. Elles sont lues sans donner le nom du rédacteur. Et chaque enquête, il faut que les 3 enquêtes soient favorables et que la personne dit je mettrai une boule blanche
en cas de vote, pour que le candidat soit présenté au bandeau. Le bandeau consiste à vérifier, si tant est que ce soit vérifiable, de façon un peu impulsive, la vérité, entre guillemets. On pose des questions. Alors moi, je vous demande souvent ce que vous êtes en train de lire, ou je demande de commenter un arrêt qui vient de tomber, ou l'affaire Diana. Mais par moments, il y a des choses un peu déconcertantes, disons, vous avez regardé le match hier, juste pour voir, simplement voir les gens tels qu'ils sont, un peu spontanément. C'est pas un entretien d'embauche, alors après, vous pouvez avoir un néo-nazi très bien entraîné, mais bon, généralement, encore une fois, il n'a pas grand-chose à faire, ou il va perdre plus de temps que de choses. Si le bandeau est suivi d'un vote pour faire ressortir le campagne, il rentre chez lui, et il y a un vote qui est fait avec des boules blanches et des boules noires, et si le vote est majoritaire, le candidat sera admis aux épreuves de l'initiation, c'est-à-dire initié dans une cérémonie un peu longue dans laquelle on lui remettra un manteau et on lui enlèvera un moment pour qu'il voie la lumière, et l'ensemble des récipiendaires et jurent une obligation de respecter les principes qui sont ceux de la République, donc c'est pas très compliqué, et de ne pas révéler l'identité de ceux qu'il a vus qui sont là. Chacun est libre de donner ou non. Deuxième point, pardonnez-moi, je vais un peu vite, les rapports avec la politique et avec la transmission des idées. Alors c'est encore l'objet d'un de mes livres avec Laurent, qui s'appelle « Ce que la République doit aux francs-maçons », et c'est toute l'histoire de la République, cette espèce de rapport qui consiste à essayer de faire passer des idées, éventuellement de les faire voter, mais qui a donné lieu à tous les fantasmes, évidemment, et qui prêtent aux francs-maçons beaucoup plus de pouvoir qu'ils l'ont en réalité. La franc-maçonnerie, c'est un laboratoire d'idées de la République. C'est un endroit dans lequel, par exemple, les débats sur la fin de vie qui ont été interrompus là pour des tas de raisons et la bioéthique sont des questions qui ont été traitées en amont depuis 10 ou 15 ans. Il y a pas mal de rapporteurs de parlementaires qui font partie de façon affichée. Il y a même une fraternelle, car un rassemblement des députés, sénateurs et membres du Conseil économique, social et environnemental qui s'appelle la FRAPAR, qui est la seule fraternelle officielle, c'est-à-dire le seul groupement officiel reconnu par toutes les obédiences et qui est reconnu par l'Assemblée, qui met à disposition une salle de réunion, hein, c'est pas plus que ça. Elle est dirigée par un sénateur, il y a environ un tiers près de l'ensemble des élus qui en font partie ou qui acceptent d'en faire partie. Hein. Certains ne veulent pas du tout se révéler, même à l'intérieur du Parlement. Donc après, il y a tout un mouvement d'aller-retour qui se fait, qui marche pas. Hein. Mais ça fait partie des choses. Et puis dans les grands moments de danger de la République ou de lois fondamentales, encore les obédiences autorisent exceptionnellement les maçons à descendre avec leur tablier et leur décor, ce qu'on appelle le décor, c'est le costume dans la rue. Ça a été le cas lors des attentats de Charlie Hebdo, de l'hypercachère et des 2 policières de Montrouge, où le dimanche qui a suivi, toute la France a été appelée à défiler ou à sortir, à manifester son indignation face à ce qui s'était passé. Le Grand Orient, notamment, a dit aux maçons, si vous le souhaitez, vous portez votre tablier dehors. Le dimanche, pendant ma petite marche et les minutes de silence qui ont suivi. Ça a été le cas lors de la loi sur le mariage pour tous. Lorsque, en réaction aux manifestations de l'autre côté, de gens d'1 million de personnes qui défilaient contre, c'est un choix personnel qui n'enlève rien à personne. Donc la franc-maçonnerie, dans les obédiences les plus engagées sociétalement, ont décidé qu'il était possible de défiler pour, en mettant les cordons maçonniques. C'est simplement 2 exemples. Et encore une fois, tout un tas de lois sociétales sur 3 siècles et un travail permanent. Le simple Pierre Simon avec des paradoxes. Hein. Le simple Pierre Simon qui a été grand maître de la Grande Loge de France, médecin formidable, dans une obédience entièrement masculine, qui n'admet pas les femmes et qui ne les initie pas et qui ne reçoit même pas en visite, donc est illégal, hein, comme l'Automobile Club, sur le paquet. Lui a fait passer, est un des cofondateurs du planning familial, qui s'appelait la maternité heureuse, et le premier à avoir avorté en France la pilule, le diaphragme, le stérilet de Singapour, de Californie, a fait passer, en le présentant le projet à Luciano Wirtz, la loi sur la contraception, qui n'est pas rien quand même, hein, donc en 67, a préparé le projet pour Simone Veil, femme formidable à qui ça n'enlève rien, mais il fallait quand même avoir un travail technique de médecin préparé, politique, juridique, prêt en 74, quand le candidat Giscard d'Estaing, le premier, à part François Mitterrand, qui l'avait été, mais avait été battu 30 ans auparavant. Alors, François Mitterrand n'était pas pour faire la dépénalisation de l'IVG à l'époque, il était pour la dépénalisation de la contraception des années 60, mais c'est Giscard d'Estaing contre l'avis de son camp hein, et de sa majorité qui dit on va perdre sur ça, qui décide, il dit c'est un choix personnel, je passe outre, et Simone Veil, femme formidable, mais c'est grâce au travail du docteur Simon qui est présenté. Il sera l'auteur également de la proposition de loi qui permet le don d'organes, ce qui vous paraît totalement ahurissant, l'idée que ça a été interdit nous semble médiéval, et c'était le cas jusqu'en 1976.
et il est le cofondateur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité en 1981, avec le sénateur Henri Caillaves, qui n'est pas rien dans une idée de médecin qui avait dit, qui a échappé, pardonnez-moi, il était juif, il avait 15 ans quand il était juif et que Pétain a eu les pleins pouvoirs. Voilà. Donc, et il a choisi, il dit, on n'a pas survécu à la Shoah pour devenir stalinien en 1950. La franc-maçonnerie me semblait le juste voie du milieu. Et c'est un homme absolument admirable. Donc, et qui disait, je me suis occupé de l'accouchement sans douleur, pardon, c'est sa première cause aussi avant le planning familial, qu'il apporte de Leningrad, hein, où il va chez les soviétiques, mais qui étaient des grands médecins, et en disant, je me suis occupé de la naissance et de l'absence de souffrance et du choix de la naissance, que les femmes puissent choisir ou non d'avoir des enfants, et en clair combien d'enfants. Et il était hors de question que je ne m'occupe pas de la fin de la vie, du début de la vie comme de la fin de la vie. Je pourrais disserter longuement sur ce choix, sur cette histoire. Enfin, sur les différentes obédiences et les loges. Pourquoi existe-t-il tant? D'abord, elles se reconnaissent entre elles, c'est-à-dire qu'en France, elles ont des traités d'amitié et de réciprocité qui leur permettent de se fréquenter. Il n'y en a qu'une officiellement qui est en dehors des clous, qui n'est pas. Mais en pratique, les frères et les sœurs en France s'en fichent un peu. Il y a que le siège social à Paris où en théorie, comme il y a la sécurité pour des questions de portique et d'attentats, en théorie il faut montrer un petit passeport maçonnique ou un truc, en pratique on peut passer. Et puis alors à Chambéry, à Grenoble ou à Remiremont, tout le monde s'en fiche de savoir, et on considère, on dit mes frères me reconnaissent comme tel, ce qui suffit. Après ce sont des questions historiques. Depuis 3 siècles, vous imaginez que cette institution n'est pas restée monobloc. Donc elle a connu des scissions, elle a connu des histoires, des péricélicides, des interruptions, 2 grandes interruptions à la Révolution, enfin 3, la Restauration en partie, pas toute la Restauration, Charles X sera maçon, donc une partie de la Restauration, juste après Napoléon par anti-bonapartisme, et enfin le régime de Vichy, qui interdit complètement les loges, comme des sociétés, il y a une loi sur les sociétés secrètes, et avec encore une fois 1000 morts du seul fait d'être franc-maçon, en plus des 600 000 victimes, évidemment, du génocide. Donc ces interruptions, elles font qu'à la sortie de chaque interruption, quand on recommence à zéro et qu'on a été plus de compte bancaire, plus de régime associatif, ce sont des associations, ben, il faut bien que l'idée reparte quelque part, qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ou alors en même temps, le bout de la France, avant Internet, qui décide de recréer, et c'est comme ça qu'après on se retrouve avec plusieurs choses qui cohabitent et qui se reconnaissent avec des traités qui se visitent. On peut aller chez les uns, on peut aller chez les autres, on peut se promener, ça ne pose pas de difficulté. Ensuite, la voie, elle n'est pas monocorde. Il y a des institutions ou des obédiences qui sont plus ou moins spiritualistes et d'autres plus ou moins sociétales, si je schématise, mais ça ne veut rien dire parce qu'en pratique, dans chaque fédération, il y a des loges, des milliers de loges en France, et chez la loge, en tant que tel atelier local, qui a une couleur ou une connotation plus ou moins engagée, ce qui n'empêche pas la diversité des points de vue et des travaux, mais c'est celle-là plutôt qui, de ce coup, fait qu'un Saint-Dié-des-Vosges, où était mon père, une loge qui est supposée appartenir à une obédience qui ne travaille pas vraiment sur la société, se retrouve à traiter des sujets sociétaux, et qu'une loge à Rennes qui se veut, elle, très sociétale et qui s'appelle Marianne de Lanhin, ou un truc très politique, ne travaille plus que sur la spiritualité ou quelque chose qu'est l'égrégore, le fait de vivre ensemble, des symboles. Donc c'est très varié et ça dépend beaucoup. En vérité, vous atterrissez là, votre parrain ou votre marraine vous a guidé. Et puis ensuite, si vous ne ça ne sentez pas bien, bah vous changez, vous avez le droit de changer, il y a des équivalences comme des diplômes, et de changer soit d'atelier, soit de maison mère, et de déménager, ou alors d'aller même à l'étranger, encore une fois, parce que c'est une affaire planétaire aujourd'hui, qu'il est interdite véritablement que dans les régimes que vous pouvez dîner, l'Algérie, la Chine populaire, l'Arabie Saoudite, enfin des endroits où le vote est une idée et les droits des femmes sont des idées très bien acceptées. Voilà, pour faire simple. Voilà, je vous avais à peu près mon tableau, non pas de loge, parce que c'est un jeu de mots, et cette fois-ci, je vous invite à me retrouver éventuellement à la table là-bas des dédicaces ou au plateau des sermons, comme vous voulez, pour ceux qui comprendront. Merci.